Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu Kira cette semaine? Salut Sid, écoute, ça va très bien, bonne semaine, on a eu un Nintendo Direct sur la Switch 2 hier, donc plutôt cool, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Oui c'est vrai, on est jeudi, vous écoutez ça le lundi. Lundi. Voilà, semaine très dense pour moi, j'ai pas pu faire grand chose, j'ai commencé un nouveau boulot lundi et j'avoue que c'est épuisant, j'ai mal au crâne, j'ai énormément de données qui doivent rentrer, donc forcément j'ai dû me restreindre. Ouais, j'ai dû me restreindre sur le gaming en tout cas cette semaine, même au niveau des séries télé, j'ai dû pas mal me restreindre, donc j'avoue j'ai pas fait grand chose et ce que j'ai fait je l'ai oublié, donc tu vois c'est dire que ça devait pas être super incroyable. En revanche je continue Split Fiction, je continue également GTA 5 en online et tout à l'heure j'ai commencé South of Midnight en avant-première. C'est le jeu que j'attends beaucoup tout à fait. En avant-première, le jeu sort dans 5 jours. Donc je suis, en tout cas pour l'instant, je suis conquis. J'ai pas joué longtemps, mais j'ai hâte de remettre mes mains dessus et on a hâte que tu nous en parles. Ah bah évidemment. Je vais en parler. Si je gère, ça sera assez rapide en tout cas. Okay. Et toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Alors cette semaine, j'ai fini Hollow Knight. Donc j'ai fini, ça y est, l'histoire principale. Je suis sur les DLC. Les DLC c'est chaud de fou, mais je m'en sors et j'apprécie énormément ce jeu, donc je prends beaucoup de plaisir. Comme toi, je suis sur Split Fiction aussi et je me régale. On joue pas ensemble, par contre on le fait en parallèle, mais on joue pas ensemble. Mais c'est marrant, on va pouvoir en discuter, puis on pourra avoir nos avis différents. Parce que comme on joue pas ensemble, on n'en parle pas exprès, donc ça sera vraiment pendant la chronique qu'on en discutera. Tout à fait. Et en série, qu'est-ce que je suis là? Ah bah là aujourd'hui, on se parle. Il y a Devil May Cry sur Netflix qui vient de sortir, donc je suis au taquet, je la commence ce week-end, étant très fan de Devil May Cry et étant assez confiant de ce que j'ai déjà vu de la série. Et sinon je suis sur un animé qui s'appelle Sakamoto Days, je crois, qui est assez c'est rigolo. J'ai fini tous les épisodes qui sont disponibles et j'aime beaucoup. Et aussi bien sûr j'ai fini la saison 2 de Solo Leveling, donc j'ai fait en chronique la saison 1, c'est incroyable, c'est toujours aussi bien, je la recommande très fortement à qui veut bien l'entendre. C'est sur Crunchyroll, donc Solo Leveling, allez-y les yeux fermés, c'est assez fou. Et pour enchaîner, Kira, tu vas nous donner le sommaire, bien qu'il sera assez simple à appréhender pour nos auditeurs, sachant que je n'ai pas tenu parole, je ne parlerai pas de Gollum cette semaine, parce qu'on a eu un dilemme interne, on a dû faire un comité de direction entre nous deux aujourd'hui pour déterminer ce à quoi, le contenu de l'émission. Donc vas-y, dis-nous tout, Kira, on t'écoute. Alors juste avant, bien sûr, le contenu de l'émission, le petit rituel habituel, comment faire plaisir à la Taverne du Gamer. Donc bien sûr, il faut liker les épisodes, mettez des étoiles sur les applications 5, de podcast avec des petits commentaires, voilà, 5 étoiles bien sûr, sinon vous pouvez vous abstenir si vous voulez mettre moins. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous permet d'avoir de la visibilité et on en gagne vraiment beaucoup. On a beaucoup de retours de votre part, donc on va faire une session de big up de rattrapage normalement tout à l'heure, si on est dans les clous niveau timing. Tout à fait. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram bien sûr, donc pareil, n'hésitez pas à commenter, nous faire des retours sur les épisodes, on en a, c'est cool. Et au niveau du sommaire, on va débriefer le Nintendo Direct sur la Switch 2, car il y a énormément de choses à dire, de bonnes choses comme de moins bonnes choses, donc on va bien sûr vous expliquer tout ça, surtout notre ressenti en tant que gamer et consommateur de jeux vidéo bien sûr. Et voilà, tout à fait, c'est là où il y a eu un petit peu de débat entre nous, on se demandait si on mettait quand même de la chronique ou pas, sachant que comme on évite de trop parler de nos sujets avant l'émission pour que ce soit très spontané pour vous, on s'est échangé quelques messages avec Kira évidemment, mais le gros de la discussion va se faire en direct avec vous parce que c'est ce que vous aimez, donc on savait pas trop si on calait une chronique ou pas et on a préféré faire que de la Nintendo Switch 2, nous laissant le temps de discuter tranquillement et sachant qu'en plus vous aimez les coulisses, donc on vous explique un petit peu les discussions comme ça, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, c'est aussi davantage de montage, davantage de temps à consacrer. On échange beaucoup par SMS, mais on se donne peut-être des pistes un petit peu, mais sans non plus trop en dévoiler pour que ça soit, comme tu dis, spontané, mais c'est vrai que du coup tu galères plus au montage. Voilà, du coup c'est ça, il y a plus de travail en post-prod, donc c'est un pari, donc peut-être que l'émission fera 45 minutes, mais sachez que ça sera presque autant, voire plus de travail qu'une émission d'une heure classique, donc voilà, vous avez les tenants aboutissants, ne vous sentez pas lésés si c'est un peu plus court, vous avez les raisons, voilà, en toute transparence, Kira, on le dit à nos auditeurs, voilà.
Donc on s'est dit pour cette émission spéciale du coup Nintendo Switch 2, on va suivre vraiment le déroulé du Nintendo Direct et on terminera sur la partie prix. Donc restez jusqu'à la fin parce que c'est certainement un des débats qui va vous intéresser le plus. Je mettrai même pas de timecode pour vous obliger à nous écouter jusqu'au bout. Donc on termine par le prix. T'as vu, hein, on prend les petites techniques de youtubeurs. Voilà, il faut. Non, on va commencer par le commencement. Très drôle. Donc la première chose qu'ils ont évoquée dans le Nintendo Direct, bon, sans trop de surprise pour moi, Kira, je me doutais qu'ils allaient commencer sur Mario Kart World, du coup on a son nom, donc on a commencé dessus. Donc comme je disais, sans trop de surprise. Tu t'attendais à un autre lancement peut-être que celui-ci, toi ? Non du tout, je m'attendais à ce qu'il démarre sur les chapeaux de roue et ce fut le cas. Elle est pas mal sur elle est belle. Elle est belle. C'était pas préparé. Non, pas du tout, sans filet comme d'habitude. Ils ont décidé de démarrer sur le jeu qui s'est le plus vendu sur Nintendo Switch. D'ailleurs, il faut savoir que c'est que le Mario Kart sur Switch, en comptant les ventes Switch et Wii U, c'est vendu à 75 millions d'exemplaires, ce qui est juste phénoménal. Et bah du coup, ils ont eu raison de commencer dessus, hein, car c'est vraiment le fer de lance et la killer app, on va dire, pour ce lancement. Et tu te rappelles de la date de sortie de ce Mario Kart 8, avant qu'il s'appelle Deluxe sur Switch plus tard, mais la date de sortie de ce Mario Kart ? Et bah pas du tout. Et bah j'ai été surpris, je fais mon malin mais j'ai vérifié un petit peu avant. En plus moi j'ai pas de mémoire des dates, moi c'est compliqué. Les seules dates que je me souviens c'est les dates qui me tiennent à cœur, sinon le reste bah... Est-ce que tu te souviens de mon anniversaire ? Oui. Aïe. Bon. Je te demanderai pas ma date d'anniversaire parce que je ne le dirai pas en live parce que bien sûr pour des raisons de confidentialité, mais tu t'en rappelles comme c'est une date qui te tient à cœur évidemment. Oui, tout à fait. Voilà, mais bien sûr. Et en plus, je suis toujours un des premiers à te souhaiter ton anniversaire. Tout à fait. Merci au rappel Facebook. Donc alors Mario Kart World. Et en plus, t'as même pas de rappel sur Facebook. Non, c'est vrai. J'ai pas mis ma date d'ailleurs ça. Donc alors oui, non, je disais la date de sortie de Mario Kart 8, c'est 2014. 2017 la version Deluxe et c'est encore aujourd'hui un des jeux les plus vendus mais même pas j'allais dire de la console, mais en fait non, dans les charts européens, français et tout, c'est très régulièrement quand il n'y a pas de très grosses sorties à côté. Mario Kart 8 qui est le jeu le plus vendu, donc c'est... Mario Kart 8 et GTA 5 se tirent toujours la bourre d'ailleurs par rapport à ça, parce que GTA 5 c'est pareil, le jeu est sorti en 2013 et c'est toujours vendu et toujours dans le top 10 des ventes quand il n'y a pas de sortie en fait. Donc comme quoi... Donc pourquoi on digresse ? C'est déjà pour expliquer pourquoi l'ouverture est dessus. Moi je trouve ça hyper cohérent de la part de Nintendo d'ouvrir sur Mario Kart World, du coup le successeur du 8. Aussi on le sait, quand ils avaient fait un petit teasing de la Nintendo Switch 2, les seules images de jeu qu'ils avaient montré c'est ce jeu là. Et d'ailleurs j'ai trouvé tout de suite, on peut le dire, moi j'ai trouvé, Kira, un up graphique quand même assez notable par rapport à la petite teaser qu'on avait vue sur Mario Kart 9 et on se disait tiens bon c'est joli sans être incroyable. Là je trouve que sur cette présentation c'était quand même plus clinquant graphiquement. Est-ce que t'es aligné avec moi ou t'es un peu déçu sur la partie uniquement graphique ? Alors non, je suis aligné avec toi. Alors après, je vais quand même modérer mes propos sur la partie graphique, parce que j'ai vu la vidéo en streaming sur Twitch, donc même si je l'ai mis sur le grand écran. Et c'est vrai que sur Twitch, j'ai constaté quelques lags. Alors est-ce que c'est lié au stream ou est-ce que c'est lié vraiment à ce qu'on a vu ? Donc c'est pour ça que je vais pas m'emballer. J'ai vu aussi beaucoup de gens sur les réseaux dire ouais, t'as vu, ça lag et tout. Enfin, après voilà, quand c'est de l'internet, même si on se met en 4K, il y a toujours un peu de lag. Donc c'est pour ça que je vais pas parler vraiment de la partie fluidité. En revanche, pour l'aspect graphique, oui, j'ai trouvé qu'il y avait un gap, surtout sur le côté gestion de la lumière, et aussi au niveau des designs, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup au Super Mario qui est sorti au cinéma. Au film ? Ouais. Au film, donc j'ai remarqué qu'ils ont un peu fait quelque chose d'homogène dans cette direction artistique. Ouais. On en reparlera sur Donkey Kong tout à l'heure justement, mais en tout cas voilà, c'est ce qui m'a vraiment sauté aux yeux. Je pense que c'est cette nuance aussi que vous appréciez chez nous, parce que en effet, il y a eu du lag, et quand on regarde sur stream, en streaming, sur Twitch ou YouTube, ça fait pas tout à fait honneur au jeu, faut se dire. Donc si on trouve déjà assez beau sur les plateformes, faut se dire que quand on sera devant notre télé manette en main, ce sera encore plus beau. Donc c'est pour ça que pareil, je suis toujours tendance à tempérer un peu ce qui se dit sur les réseaux vis-à-vis de l'aspect graphique. Mais moi en tout cas voilà, j'ai vu un gap graphique qui m'a fait plaisir. Déjà il n'y a pas d'aliasing. Voilà, c'est plus chatoyant, c'est fluide. Non mais t'as raison. Et heureusement quand même, parce qu'on est sur la présentation de la console qui succède à la Nintendo Switch 1. Et donc ils ont introduit par contre pas mal de nouveautés. C'est
c'est vraiment plus le même jeu. Il y a, je trouve, un tournant, un virage qui est fait pour rester dans le petit jeu de mots avec la course, un virage qui est fait par rapport à Nintendo 8. N'importe quoi, à Mario Kart 8, c'est bon, déjà on garde toujours le système de Grand Prix, donc c'est normal, c'est un jeu de course et ça c'est dans l'ADN du jeu. Simplement les circuits seront davantage interconnectés, donc ça j'ai aimé, avec un peu, ça m'a fait penser aussi avec je prends toujours ça comme référence, Ratchet & Clank Rift Apart, où il n'y a pas d'interruption dans les zones, dans l'interconnexion, voilà, dans les transitions, donc c'est très marketing, mais bon, ça fait son petit effet visuel. Ils ont rajouté un mode survie, bah ça c'est très dans l'air du temps, avec les PUBG, avec les Fortnite, etc. Donc où il faut contrôler des zones, avoir le plus de points de contrôle, il y a des classements, enfin voilà, j'ai pas tout le truc en tête, mais en tout cas à la fin il y a de l'élimination de joueurs, donc je suis plutôt friand. Moi je joue pas mal à F-Zero 99 qui est un peu dans ce style là, et j'y joue aussi un petit peu. Et le troisième mode, Kira, et là je te laisse la parole, c'est sur le mode balade, où on a quelque chose d'assez innovant, je trouve, pour un Mario Kart et un jeu de cartes, c'est qu'on peut explorer librement jusqu'à 50 un monde ouvert. Du coup, c'est plus propice finalement, je trouve, à l'exploration et à la discussion. Ça fera peut-être le parallèle avec une autre fonctionnalité qu'on développera plus tard, mais on est plus en mode roue libre, encore jeu de mots, et voilà, on prend notre temps. Donc, qu'est-ce que tu penses de ces trois modes de jeu? Est-ce que, voilà, moi j'ai le sentiment qu'il y a une petite transition, le jeu n'est plus tout à fait le même, ils ont entamé voilà un virage, comme j'ai dit, sans paraphraser. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors moi je vais paraphraser une personne que j'ai vue sur Twitch, c'est Yuni, que je suivais pendant que c'était le débrief. En fait, Mario Kart se Forza Horizon Ease en fait, et c'est vrai que c'est totalement ça. J'aime bien la formule. Le côté Forza Horizon où tout le monde est dans un monde ouvert et avance en fait, donc ce qui permet donc de faire ses missions comme on veut et comme tu dis de se balader et d'observer le paysage. Moi c'est une feature que je n'apprécie pas. Pourquoi ? Parce que j'aime bien les jeux de voiture à l'ancienne où je fais mes courses et ça s'arrête là, et j'aime pas me balader dans un hub pendant 50 ans en fait. Donc à savoir, est-ce que les modes de jeu seront directement liés à cette map, ou est-ce qu'on pourra y accéder via un menu? J'espère. Ouais, parce que c'est vrai que si admettons t'es en pause déjeuner, t'as 1 heure pour jouer, tu veux te faire 3-4 courses, si tu commences à chercher tes courses dans le truc, voilà, ça c'est emmerdant. C'est pour ça par exemple que Burnout Paradise est un jeu qui est acclamé par la critique, à raison, hein, mais moi je me suis moins amusé que sur les anciens à cause de ce fameux monde ouvert. Et c'est pour ça aussi que j'avais un peu pesté sur le dernier, je sais pas si tu te souviens, j'en avais débriefé sur le dernier Need for Speed. Ah oui, donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Mais en tout cas, ça soulève quelque chose. C'est que c'est quelque chose qui devient, c'est comme une mode. On le retrouve aussi dans les jeux de combat. On en parlait justement dans Tekken ou dans Street Fighter. On a la possibilité de se balader dans un monde ouvert. En fait, on va pouvoir faire des tâches. On peut enchaîner nos combats, ce qui permet de faire évoluer son personnage. Mais c'est aussi une façon pour eux, je pense, de vendre du custom en fait, donc des skins, de faire de la rétention, cartes, voilà, faire de la rétention et tout. Donc on sent que le business model n'est pas tout à fait le même. Voilà. Après, je sais que ça plaît. Il y a énormément de gens que ça intéresse. Il y a un côté communautaire et ludique qui est vraiment là. C'est juste que moi, je suis pas client. Moi, je suis plus client vraiment du Mario Kart à l'ancienne, quoi. J'accueille plutôt favorablement, tu vois, ce changement, parce que je trouve, et j'adore la formulation de la streameuse que tu as paraphrasée. Je trouve ça assez rigolo. Ouais. Streamer ou streameuse, d'ailleurs, j'ai pas trop entendu. Ouais, c'est une streameuse. Elle est canadienne d'ailleurs. Ok. Et coucou les Canadiens. Coucou les Canadiens, on vous adore. Et j'allais dire, moi, il se modernise, tu vois. Bon, ça veut finalement dire un petit peu les mêmes choses. Donc, on s'y retrouve pas. Il y a un aspect beaucoup plus communautaire et on va le développer, peut-être juste après. C'était le point suivant qui était développé dans le Nintendo Direct. Mais juste à mettre au crédit du jeu, il y a quelques petites features que j'aime bien. Donc le circuit étendu, on peut jouer jusqu'à 24, ça c'est cool, c'est quand même plus dense. Ouais, c'est assez chouette. Je me suis dit peut-être qu'un jour on fera un tournoi avec nos auditeurs à 24. Ça pourrait être rigolo. Enfin, tu vois, j'ai pensé à des trucs comme ça. En plus, l'écosystème s'y prête. Plus d'interaction avec les environnements, ça pareil, je trouve que c'est bien, où la faune est plus animée. T'as plus. Ça c'est important dans ce genre de monde, parce que c'est un peu le reproche que j'ai sur Forza Horizon, c'est que l'environnement est peut-être animé, mais au final c'est vraiment un environnement et puis on se balade dedans. Là, si on a la possibilité de faire des actions et que c'est vivant, et c'est vraiment ce que je recherche, parce que c'est le cas dans un Breath of the Wild par exemple, c'est ce qui fait que c'est un grand open world, donc c'est ce que j'attends vraiment de ce mode-là. Je pense aussi à Split Fiction qui est bourré de petites interactions, et en fait il faut que le mode balade soit bourré de ce genre de choses où tu peux prendre des bumpers qui servent à rien mais ça va te faire marrer entre potes, tu peux te faire manger par une plante piranha.
Enfin, voilà, ce genre de choses, c'est excessivement important en effet pour l'aspect ludique. Il y a des nouvelles mécaniques de jeu, donc j'ai l'impression qu'il y a j'ai vu Mario manger un hamburger et se transformer un peu en texan à moitié. Ça a l'air très ancré dans notre monde. Moi, c'est ce que j'ai un peu moins aimé. C'est ce que j'ai l'impression. Voilà, tu vois, il y a j'espère qu'on n'entend pas, mais il y a mon alarmo qui sonne à côté. Il y a Nintendo qui se manifeste à l'intérieur de ce podcast, c'est fou. Il y a le pont de San Francisco. Moi, ça me casse un peu mon délire. Je préfère rester dans le monde champignon. Il y a le Mont Saint-Michel à un moment, je sais pas si tu as vu, Kira, mais il y a le Mont Saint-Michel. Bon, ça, j'étais content par contre. Croiser des camionnettes et tout, pareil, ça me fait chier parce que c'est surtout au niveau du rapport d'échelle. On se retrouve avec un Mario qui est quand même assez grand sur son kart et je vois qu'il fait la taille d'une petite camionnette réaliste en fait. Et comme tu dis, j'aurais préféré que ce soit dans le royaume champignon. Après, s'ils ont trouvé une parade avec les mondes parallèles, pourquoi pas. Mais ça c'est quelque chose qui est dommage. Voilà, moi c'est mon grief par rapport au jeu. Les conditions météorologiques, j'ai trouvé ça génial. Le jour et la nuit, c'est très bien fait. On sent que le gap technologique, il se fait aussi dans l'ombre et les lumières. Donc voilà, pas mal de choses à dire. Moi, je suis plutôt chaud. Je l'aurais Day One. Est-ce que du coup, la question que je te poserai quasiment à chaque jeu, est-ce que toi tu achètes Day One ce jeu ou pas? Alors oui, je vais le prendre Day One parce que j'aime Mario Kart déjà. Ouais. Et surtout, je veux dire, j'avais pas en fait, je n'avais pas senti une telle proposition, c'est-à-dire un tel changement dans la licence depuis Mario Kart Double Dash en fait. C'est vrai que les Mario Kart d'après avaient quand même le principe de transformer les véhicules, ok, mais au final à part ça restait quand même très très classique. Et là j'ai vraiment l'impression qu'ils tentent de faire quelque chose pour montrer que c'est vraiment un nouveau Mario Kart en fait. Donc là-dessus, c'est aussi pour ça que je vais le prendre Day One. Donc on enchaîne ensuite parce qu'on y reviendra un petit peu quand on parlera des prix. Hein. Petit teasing encore, restez jusqu'au bout de l'émission. Après dans le Nintendo Direct, et ça fait un lien direct de toute façon qu'il faut en parler maintenant, et leur communication était faite ainsi, c'est le fameux bouton C. Donc bouton C qui veut dire Game Chat, donc qui est leur nouvelle fonctionnalité de jeu communautaire, d'espace communautaire entre les joueurs à distance, donc une fonctionnalité très axée multijoueur. Donc déjà, bon, nous deux, c'est pas notre dada, mais on va débriefer après. Je décris le truc où ça permet un peu moi ça m'a fait penser beaucoup à Teams, hein, j'avoue, si vous bossez sur Teams, à Skype, à Zoom, à Google Meet, enfin voilà, toutes ces fonctionnalités très dans l'air du temps, encore une fois, très moderne malgré tout dans leur approche, où on peut partager son écran, on peut dialoguer avec nos amis, ils pourront voir nos têtes parce qu'on peut acheter une caméra qui sera vendue séparément, bien évidemment nous sommes en 2025, et caméra très moche. Caméra très moche, sauf la version Piranha de la caméra. Ouais. Peut-être qu'on en parlera. Ouais, je crois que c'est fait par un éditeur tiers en fait. Okay. C'est pas du tout l'officiel, mais elle est beaucoup plus jolie que l'officiel. Ah bah moi c'est celle-ci que je veux. Je veux même pas entendre parler de l'autre caméra. Et bon bref. Et donc voilà, on peut partager son écran jusqu'à 4. Bon, en tout cas c'est du jeu en ligne comme on fait dans le PS Party de PlayStation, où j'imagine qu'il y a évidemment la même chose sur Xbox. Néanmoins il se modernise avec ce côté voilà, partage d'écran, etc. Contrôle parental intégré, évidemment parce qu'on est sur du familial. Voilà. Donc je ne suis pas client, j'ai envie de tester pour le délire parce que c'est assez rigolo, mais moi je préfère les parties plutôt intimistes à 2-3, voilà, là aller jusqu'à 4, montrer sa tête, etc. Pour moi c'est pas trop mon dada, mais je comprends la démarche en tout cas de rassembler les joueurs autour de leur écosystème. Voilà, Kira, ton avis, je pense là aussi tu vas me rejoindre, mais dis-nous. Alors, je trouve déjà c'était 10 minutes de perte de temps pendant cette conférence pour nous présenter ce fameux bouton C qui a été teasé quand même depuis quelques temps, qui au final est un bouton de raccourci, comme tu dis, pour une partie. Ils ont inventé les parties sur leur console. C'est vrai qu'il n'y en avait pas sur Switch normal. Mais il n'y en avait pas. Ça existe depuis 15 ans hein, sur l'écosystème 360 à l'époque, ou même sur PlayStation 3. Donc bon, ok, on peut rajouter en vidéo ces tronches, pourquoi pas. Pour le streaming sur Twitch, ça peut être marrant. Ça peut être marrant si tu joues avec tes grands-parents qui sont chez eux, ou avec tes parents et que tout le monde se voit sa bobine en jeu. Pourquoi pas. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup de com pour quelque chose d'aussi on va dire mineur et anecdotique. C'est quand même
pour moi le plus gros pétard mouillé de cette conférence, en termes techniques bien sûr, parce qu'il y a autre chose derrière, mais c'est quand même la chose la moins intéressante qu'on a vue. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de passer autant de temps là-dessus, quoi. Ouais, bah après moi aussi, je vous dis, je suis pas trop client, donc je peux que te rejoindre. Après, j'ai quand même envie de tester la techno, enfin c'est un côté assez ludique qui donne envie il sera d'être gratos testé. 9 mois, ce qui permettra de le tester, donc ce qui est plutôt Tout à cool fait. en soi. La Nintendo a fait un petit pas pour le joueur, voilà. Oui, pour l'introduire un petit peu dans les habitudes, et parce que sinon ça dépendra en effet du Nintendo Switch Online, qui est à 20 € par an. Par contre, il y a quelque chose que je trouve très bien. Dans ce game chat, il y a vraiment un truc que je trouve bien, et je sais quelle techno il y a derrière, et c'est plutôt cool. C'est le fait que le micro, il peut être à distance, le micro, donc pour entendre nos voix, il est sur la console. Et il va marcher même si votre console est en docké loin de vous sur la télé, près de la télé. Et en fait, il y a une réduction de bruit. Donc en fait, c'est une réduction de bruit par IA qui détectera nos voix et qui inhibera tous les sons ambiants. Je connais la techno, ça marche très bien. Donc j'espère qu'ils l'ont bien intégré. Et ça, par contre, je trouve ça assez cool d'un point de vue techno. Donc sans le côté caméra et tout, mais si tu parles à ton pote, t'as pas de casque. Donc en termes de confort, c'est agréable. Si t'es seul dans la pièce, parce que sinon c'est un peu chiant, j'imagine, pour les autres qui entendront la conversation. Mais en tout cas, voilà, quand tu joues seul, c'est plutôt cool. Et c'est chouette d'avoir cette réduction de bruit ambiant où on aura vraiment que la voix qui sera isolée, même si la console est loin. Voilà, petit point techno. Moi, je suis technophile et j'ai trouvé ça assez cool. Oui, parce qu'en plus, ils utilisent le micro du Joy-Con justement pour faire un système de pont entre les deux, ce qui permet justement comme tu dis, ce système de rafraîchissement de la voix en fait via IA en fait. Et c'est vrai que c'est pas con et c'est intéressant. Moi j'aime bien parce que ça rajoute un côté très facile d'accès, facile d'utilisation, qui colle plutôt bien avec Nintendo, où c'est dans leur ADN d'avoir un écosystème presque trop épuré à mon sens, mais très, très facile à utiliser, très simple, etc. Très convivial, très facile. Et ça donne du crédit du coup à la fonctionnalité. Et ensuite, évidemment, à un moment, il fallait montrer la console. Donc, on a eu toutes les caractéristiques techniques de la console. Donc, l'écran. Pas tout, mais on en a eu beaucoup. On en a eu beaucoup, pas tout, pas un majeur qu'on pourra citer. Je sais pas si on pense au même, mais l'écran, ils ont tout détaillé. Donc, l'écran 7,9 pouces, donc par rapport aux 7 pouces de la OLED. Donc c'est les 7,9 sans les petites barres noires sur les côtés, donc c'est quand même très confortable en termes de taille. 7,9 c'est proche de la PS Portal, et c'est vrai qu'en nomade c'est canon. Enfin moi c'est vraiment pour moi c'est la taille idéale pour pas trop que ce soit volumique et en même temps que ça reste nomade. Donc écran 1080p supportant le HDR, il y a du rafraîchissement en 120 Hz pour aller jusqu'à 120 fps, 120 images par seconde, et dans certains jeux ils ont déjà teasé la fonctionnalité. Mémoire interne, le processeur, mémoire interne, tout ça, c'est un peu technique, je sais pas s'il y a un grand intérêt. Le stockage par contre 256 Go, c'est beaucoup plus que la Switch 1 en restant assez bas, je trouve, par rapport à l'ère du tout des maths, justement, où les jeux pèsent de plus en plus lourd. Ce qui permet de vendre des micro SD express à côté. Ouais, que j'achèterai. Micro SD qui ne sera pas compatible. C'est-à-dire, si vous avez celle de la première Switch, vous ne pourrez pas la mettre dessus. C'est vraiment une nouvelle version qui est plus rapide. Ouais, pour des vitesses de calcul, du coup, alors ça a été présenté après la carte SD, mais on peut en parler maintenant. Moi, c'est un gros point noir que j'ai sur cette console, parce que ces cartes SD valent relativement cher. Après, il y a quand même 256 Go, donc je pense qu'on mettra pas mal de jeux, mais malgré tout, pour moi, ça me semble quasi nécessaire et important, à voir la taille des jeux, hein, mais de passer de passer à la caisse pour acheter une micro SD, sachant qu'elles seront plus rapides, comme tu le dis, donc obligatoirement estampillé Switch 2, et oui. Ça, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, surtout qu'ils ont dit que les cartouches de jeu n'hébergeront pas forcément l'intégralité des jeux, donc il faudra télécharger ce qu'il n'y a pas en surplus. Donc je pense que notre console, on va davantage la charger que sur une Switch 1. Donc là, moi, ça c'est un des points que j'ai pas trop aimé. Pire que ça, parce que les cartes mémoire, certaines n'auront pas du tout le jeu, ça sera juste une clé qui permettra de jouer au jeu en fait, et il faudra le télécharger en amont. Donc ça c'est pour les plus gros jeux, voire
comment le poids que va faire ces fameux jeux. C'est vrai que la console étant plus puissante, forcément les jeux vont être plus volumineux. Bon, pour ce qui est des jeux Nintendo, j'ai aucun doute que les jeux seront optis à fond et que prendront moins de place. Je suis plus inquiet pour les éditeurs tiers. Je pense à Ubisoft qui a tendance à mal optimiser ses jeux et à faire des jeux gros coups. Et du coup, ça prend beaucoup de place. Donc 256, ça a l'air énorme quand on compare à la première Switch, mais au final, c'est pas si gros que ça. Donc, avoir vraiment le poids des jeux. Totalement. Je suis entièrement de ton avis, donc moi ça c'est un point sur lequel je suis plus attentif et que ça me gêne un peu comme toi. Et par contre au crédit des trucs cool, donc il y a un dock qui est vraiment amélioré cette fois-ci, parce que l'ajout du dock sur la Switch 1 il est quand même assez négligeable. Là on a quand même un dock, donc c'est ce qui permet de poser la console pour la jouer sur la console de salon en 4K, qui supporte le HDR10 en VRR, avec une meilleure résolution. Donc là le dock il a été vraiment boosté avec un système de ventilation et tout, donc il y a enfin un dock qui sert à mon sens vraiment à quelque chose et c'est bien. Et enfin dernier truc, c'est les Joy-Con en fixation magnétique. Pour moi ça c'est vraiment un game changer. Enfin c'est pas gadget, j'aime pas du tout la fixation des Joy-Con actuels, et en magnétique je trouve ça vraiment cool. Je sais pas ce que t'en penses, on n'a pas du tout parlé Kira là-dessus, mais Oui, je trouve que c'est l'évolution logique, ça a l'air en plus de bien tenir. J'ai vu quelques vidéos sur des tests aujourd'hui des personnes qui ont pu la prendre en main, et a priori ça a l'air très très quali là-dessus. On sent quand même que les nouveaux matériaux utilisés sont beaucoup plus nobles, on va dire, que la première Switch. Pareil, ce qui revient beaucoup, mais ça c'est normal, c'est via la technologie LCD de l'écran. La console est très légère, elle est plus légère que l'ancienne Switch. On se rapproche plus en termes de poids de la Portal. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus léger. Super agréable ça. Du coup, pourquoi ils ont choisi un LCD et non un écran OLED. Il y aura 2 ports USB-C et une prise de jack, donc ce qui est aussi intéressant, ça permet d'avoir la port USB-C en bas pour charger sa console en docké, mais également un au-dessus, ce qui permettra de recharger une manette par exemple. Là où je suis un petit peu plus circonspect, c'est sur la batterie. Donc on est sur une 5220 mAh qui se recharge en 3 heures. Par contre l'autonomie, ils annoncent entre 2h et 6h30 en fonction du jeu, ce qui est quand même plus light que la Switch OLED qui a environ entre 4h30 et 7h30 d'autonomie. Donc c'est dommage, pour une console portable ça me paraît quand même très très léger. Je suis assez d'accord avec toi. En plus moi je joue énormément en nomade, donc c'est un des points noirs avec la SD sur la console. Après 2 heures ça va vite maintenant dans les trains, ok, on est équipé de prises, dans les avions aussi, mais bon, moi j'aime bien. C'est toujours chiant d'être branché quand t'as une console nomade, quoi. J'aime bien, pour des raisons de confort, ne pas avoir ma manette de brancher, et elle est assez longue à recharger, 3 heures aussi, je trouve ça assez long. Donc voilà, en tout cas je trouve la console, on va résumer, plus premium, beaucoup plus quali. Elle fait plus adulte, elle fait beaucoup mieux fini, je trouve. Donc t'as un aspect quand même plus valeur, et on parlera du prix à la fin, mais je me suis dit oula, ça va coûter cher quand ils ont montré tout ça. Il y a l'audio 3D, enfin il y a pas mal de choses en plus qu'on n'a pas cité, et au rang des reproches, c'est la batterie et la micro SD qu'il faudra raquer à côté. Voilà, ça, et moi ce que je pourrais reprocher aussi, c'est que au niveau des specs techniques, donc ils annoncent une résolution 4K 60 fps jusqu'à 120 fps pour certains jeux. Or c'est ce qu'ils annonçaient aussi pour la Xbox Series S, on sait ce que ça a donné, et j'ai peur que ça soit pareil sur cette Nintendo Switch 2. On n'a pas le détail vraiment du processeur, on n'a pas le détail vraiment de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la machine, et ça m'embête, parce qu'encore une fois, des chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut, donc moi je mets un bémol là-dessus. J'ai quand même peur que ce soit plus proche d'une série S, tu vois, que des consoles dernière génération. Ouais, c'est possible, ce sera intéressant de voir, et je pense qu'il y aura aussi le phénomène de l'optimisation des développeurs tiers. Je pense que les jeux, et ils nous l'ont dit, le Metroid 4 sera en 4K 60 fps ou en HD 120 fps, donc ultra optimisé pour la console. Donc on aura d'un côté, c'est Nintendo, des jeux Nintendo aux petits oignons très bien optimisés, et après les éditeurs tiers, point d'interrogation. Donc en effet, à l'usage, ce sera quelque chose qu'il faudra regarder, parce que c'est un des points d'intention. Là aussi je te rejoins, mais la grande question, achat, pas achat,
Kira, Day One, pas Day One? Oui, achat Day One, j'ai déjà précommandé ma console. Achat Day One malgré certaines choses qui m'ont fait tiquer. Achat Day One pour un seul jeu, on en parlera tout à l'heure quand tu feras le détail des jeux. Pour ma part aussi, achat Day One, sans réserve pour ma part. Donc voilà, on en discutera au fur et à mesure du temps. Donc après, il nous parlait de la caméra qui est assez moche en effet, mais qui permet de mettre sa petite trombine à l'intérieur des jeux. Bon bah ça c'est quand même Kira assez rigolo. Ils ont pas mal montré Super Mario Party Jamboree. Qu'est-ce que tu en as pensé toi du coup des ajouts du jeu de Super? T'adores le jeu. Moi mettre la tête, je trouve ça bien, mais ils ont parlé aussi de jeux avec en mode souris. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du mode souris, mais en mode souris. Enfin voilà, il y a des petites extensions prévues pour la console. Les nouvelles petites fonctionnalités motion gaming, je trouve ça plutôt cool parce que c'est vrai que ça permet d'utiliser vraiment toutes les spécificités de la console. Pour ce qui est des jeux qui fonctionnent avec la caméra, ça m'a fait penser au comment ça s'appelle, oh merde, je perds mes mots là ce soir, le truc qui a coulé Xbox, on va dire, le Kinect. Voilà, ça m'a fait penser au Kinect, donc autant dire que c'est pas spécialement un bon souvenir pour moi. Et voir le visage de mes potes quand je joue à distance, ou de random quand je joue à distance avec eux à Mario Kart ou à Mario Party, pour moi c'est vraiment tellement gadget que je m'en fiche en fait, hein. C'est pas ce que je recherche. C'est très dispensable. Voilà, c'est complètement dispensable. Bon après, comme on dit, hein, ce qui est dispensable est forcément important. Mais là-dessus, pour moi, je suis tellement pas la cible que ça me passe au-dessus. Je vois, c'est plus une façon de te vendre de l'access en plus. Ouais, voilà quoi. Est-ce que tu vas acheter la caméra en forme de fleur? Non, pas du tout. Elle est jolie, c'est vrai, mais non, même pas. J'ai pas envie d'avoir une caméra dans mon salon en fait. Non, mais tu peux lui fermer la bouche à ta fleur piranha justement. Ouais, je sais, mais j'aime pas trop ça. On est dans une ère maintenant où je vais faire mon côté vieux psychopathe, mais on est dans une ère maintenant où on peut activer facilement des caméras à distance ou des micros à distance, donc j'aime bien quand même avoir mon petit chez moi, mon petit jardin. Bon, moi je l'achèterai en mode fleur piranha, mais elle sera sur mon bureau non branchée, comme ça ce sera le meilleur des deux mondes. Alors toi qui aimes bien te balader à poil tout le temps chez toi, ça va te faire bizarre. Écoute, voilà, je regarderai la fleur piranha pour m'assurer qu'elle est bien fermée. Alors, ensuite, on a eu Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Donc, c'est un peu, je pense, le jeu qui doit faire partie de la console, mais qui ne l'est pas du coup. Moi, je suis pas... Enfin, j'adore. Encore une fois, je trouve ça super bien parce que c'est un livret numérique interactif rempli de mini-jeux pour expliquer toutes les fonctionnalités de la console, et en plus de façon hyper didactique. Et j'ai trouvé d'ailleurs que dans ce Nintendo Direct, ils étaient hyper didactiques, les termes spécifiques étaient expliqués, ils mettaient des mots simples et clairs. Enfin, j'ai trouvé ça hyper facile d'accès, donc bravo pour ça Nintendo, et c'est cohérent avec de toute façon leur ligne édito générale. Mais ce Nintendo Switch 2 Welcome Tour, j'aime énormément le principe encore une fois. Donc on se balade, on a un petit je vois pas trop comment l'appeler autre, un petit personnage, un petit avatar qui se balade sur la console, et en cliquant sur les différentes fonctionnalités qu'on rencontre, par exemple le Joy-Con, t'arrives sur le Joy-Con, tu cliques dessus et ça te l'explique. C'est bien, t'as le mini-jeu qui est associé. Par contre, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas offert, c'est payant. Combien, on ne sait pas. 6€. Ah, d'accord. Ça a été annoncé tout à l'heure, ils essayent de gratter un petit billet en plus. Ouais, je suis d'accord. Faudrait que ce soit offert au moins aux membres Nintendo Switch Online, si vraiment ils veulent faire les rats, si je puis dire. Mais par contre, c'est vrai que ça devrait être le truc offert. Ça, j'ai du mal à concevoir que ce soit payant, parce que j'imagine que ce sera quali et sympathique. Ce sera pas un truc de ouf, ce sera sympa, mais le faire payant, c'est dommage. Alors je suis souvent en train de critiquer Sony parce que je trouve que c'est force de monnaie, tu vois, et ils essayent toujours de gratter tant qu'ils peuvent, mais au moins ils ont offert Astro Playroom à la sortie de la console, quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait de mieux pour te présenter ta DualSense que Astro Playroom? Le jeu était ludique, il était cool bien à jouer, c'était super joli, bien. c'était bien. En plus, ça a permis, je pense aussi, de vendre autant d'Astro derrière. Là, en l'état, le vendre 6€, ok, 6€, c'est pas énorme, mais quand t'achètes une console à un certain prix, quand t'achètes des jeux à côté, je pense que t'as pas forcément envie de rajouter 6€ de plus pour moi, ce qui paraît dispensable. Et oui, ça aurait dû être un petit cadeau, soit directement intégré à la console, éventuellement, comme tu dis, s'ils veulent faire les rats, mais pas trop l'offrir aux abonnés. Mais là, 6 balles, quoi, les gars, 6 balles, vous en êtes là. Après, c'est vrai que 6 balles, c'est pas, je savais pas que c'était 6€, c'est pas très cher quand même. Oui, heureusement qu'ils l'ont pas mis à 39 balles, mais quand j'ai vu 6€, je suis les gars, vous en êtes là, quoi, 6€. Ouais, j'avoue.
J'avoue, ça fait. J'aime bien. Je paierai du coup les 6 €. Je savais pas le prix. Là, maintenant que tu me dis 6 €, je l'achèterai. Mais c'était la bonne idée qui aurait dû accompagner la console gratuite. Voilà. Si oui, comme Wii Sport. Rappelle-toi de Wii Sport. Tout le monde a kiffé. Il y a plein de gens qui ont acheté cette console juste pour Wii Sport. Donc c'est dommage. Et en plus, Wii Sport était en version boîte. Moi, ça, c'est encore moins dans l'air du temps. Mais tout à fait. Ensuite, on arrive sur, évidemment, passage obligé sur les jeux améliorés, donc les jeux qu'on aura en version Switch 1 et Switch 2. Bon, bah ça c'est le passage obligatoire. Donc ils nous ont montré plusieurs choses. Donc les Zelda Breath of the Wild, les Zelda Tears of the Kingdom, qui auront leur version Switch 2 à acheter en magasin. Donc là, j'ai vu aujourd'hui 60 € en version physique, ce qui me paraît être correct. Bah, sachant que c'est des jeux qui sont toujours aux alentours de 50-60 € de base, ils n'ont pas décoté, donc en soi, le prix me paraît pas déconnant. Ça, je trouve pas ça ahurissant. Il y aura en plus des nouvelles fonctionnalités, dont le Zelda Note. Donc bon, j'ai pas trop compris le délire, mais pourquoi pas. Encore une fois, en fait, c'est une map que tu auras sur ton téléphone pour t'orienter. Ouais, avec des interactions que tu accéderas à l'intérieur de l'application Nintendo Switch Online, bien évidemment. Donc on voit de toute façon évidemment cette volonté de Nintendo de nous emmener sur le mobile. Ouais, parce que tu as le Nintendo Switch Online où tu auras le contrôle parental du game chat d'en haut, enfin que je parlais plus haut, le Zelda Note, on a le Nintendo Music, on a le Nintendo 2D. Enfin voilà, une vraie volonté de digitaliser des services. Donc ça c'est alors j'ai pas de souci avec ça. J'avais un peu la sensation de retrouver la DS, tu sais. T'as ton écran du dessus qui te permet de jouer dans ton jeu, et avec ton téléphone ça te permet d'avoir un écran en dessous, ce qui te permet d'avoir des petites fonctionnalités en plus. Et j'avais en tout cas cette sensation de retrouver l'époque de la DS, quoi. Ouais, donc on a un GPS carrément qui nous parlera, qui nous dira pour aller trouver tel Korogu va tout droit au nord. Enfin voilà, bon, c'est assez rigolo. C'est assez gadget, mais ça a le mérite d'être là. Il y aura du 60 FPS, une meilleure résolution évidemment, graphiquement, et c'est vrai que c'est joli. Techniquement, ça m'a donné envie de rejouer à Breath of the Wild, pas trop Tears of the Kingdom que j'ai fait récemment. Et donc, si on a déjà le jeu, il faudra passer à la caisse 10 € pour avoir cet upgrade Switch 2 qui est pour moi dans les prix. Ils n'ont pas fait de folie, sachant que pour les Zelda, ce sera gratuit a priori pour les Nintendo Switch Online pack additionnel abonnés, dont je fais partie. Donc si c'est confirmé, ce qui a l'air d'être le cas sur le site de Nintendo France, c'est cool. Et il y aura d'autres jeux qui auront leur version améliorée là carrément du titre avec du DLC. On sera plus sur du 20 €, et là l'exemple c'est Super Mario Party Jamboree qui va intégrer des nouveaux jeux, des nouvelles fonctionnalités, un DLC vraiment avec le mode souris. Lui ce sera 20 € l'extension si on possède déjà le jeu. Donc on est en modèle éco, soit du gratuit si c'est en fonction de l'abonnement Nintendo Switch Online pour certains jeux, soit 10 €. Après, ils le font déjà actuellement, je pense à Animal Crossing où ils ont mis des petits packs gratuits et tout quand t'es abonné Switch Online. Ça c'est le bon mood en fait, je veux dire à partir du moment que t'es abonné, ça c'est le bon mood que ce soit intégré. Au contraire, ça permet justement aux gens de profiter de ce service. Donc ça me gêne moins, tu vois. Et on aura évidemment Metroid Prime 4 qui aura des améliorations. Le Pokémon aussi, qui est franchement plus joli. Hein, je te le disais, ça par contre hier, je te l'ai dit, le Pokémon a l'air quand même vraiment plus joli. Bah oui, il est quand même plus beau. Hein. Je le ferai sur Switch 2, moi perso, je vais prendre directement la version Switch 2 parce qu'au final, autant profiter de la meilleure version, quoi. Déjà pareil, le personnage a des petites animations en plus, je sais pas si t'as remarqué. Ah non, j'ai pas vu. Pendant les combats, ton perso était très statique dans les premières versions. Là, il bouge, tu sais, il est un peu plus chaloupé au niveau des bras et tout. Il y a un petit côté plus fluide. Et ensuite, une grosse annonce qui m'a fait énormément plaisir. De toute façon, j'ai été assez gâté moi dans cette conférence, mais c'est les jeux Nintendo GameCube qui arrivent dans le service justement Nintendo Switch Online pack additionnel. De la même façon qu'on a des jeux GBA, on a des jeux Game Boy classiques, on a de la Mega Drive, de la Nintendo 64. On aura des jeux GameCube, et j'ai pensé à toi parce que les deux premiers jeux qu'ils ont présentés, c'est enfin jouer à Wind Waker et Soul Calibur 2 avec des améliorations techniques, parce qu'en plus on l'a pas dit, mais même les jeux Switch
incompatibles, sans patch, sans rien, auront des optimisations, donc très certainement grâce à l'IA, grâce à la techno embarquée, et les jeux GameCube en bénéficieront aussi. On aura des jeux un peu plus nets, un peu plus fluides, etc. Et ils accompagnent tout ça de la manette GameCube, donc moi c'est achat instantané. Enfin voilà, je passerai aussi à la caisse là-dessus, et je trouve ça génial. Pour ce qui est de la manette GameCube, j'ai lu quelque chose, alors j'ai pas eu le temps parce que j'ai lu ça juste avant qu'on enregistre. A priori, on pourra l'acheter uniquement sur le Nintendo Store, et ça sera pour les membres abonnés, justement. Tout à fait. C'est comme toutes les autres manettes qu'ils proposent, hein. Ils le font pour la manette NES, la manette 64, la manette Super NES. Donc c'est le même principe. Bah ouais, et c'est bien. Enfin, moi je trouve ça très bien. Ça évite les scalpers et c'est un fléau. Et en plus, c'est une façon de récompenser aussi les personnes fidèles qui consomment leur abonnement, qui est quand même très peu cher. Donc moi je trouve que c'est un bon ajout. Moi je les achète ces manettes, et celle-ci, voilà. Disponible pour 70, je crois, c'est ça. J'ai pas le tarif, tu vois, j'ai même pas regardé. Je crois que j'ai eu 70 parce que justement ils comparaient le tarif de la manette GameCube et le tarif de la manette Pro, qui est plus cher. Si on se faisait un pack, en fait, combien ça coûtait, c'est 69,99 de mémoire. Ensuite, évidemment, les éditeurs tiers seront de la partie, et là ça va être un festival, il faut se le dire, hein. Donc on aura du Elden Ring, on aura du Hades, on aura du Street Fighter, on aura du Split Fiction, du Tony Hawk, du Bravely Default remasterisé magnifique, du Yakuza pour toi mon cher Kira en Director's Cut. C'est le jeu qui me fait acheter une console, enfin traduit en français. Pour le moment il est annoncé comme exclusif du coup à la Switch, donc ce qui fait que je vais passer à la caisse juste pour ce jeu parce que c'est mon Yakuza préféré. Et de jouer avec un mode multijoueur qu'ils ont ajouté en plus. On va pouvoir jouer, choisir entre 60 personnages de la saga. Donc non, c'est vraiment le jeu qui m'a fait bondir sur mon truc. Après, ce qui me gêne, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens jeux qui m'intéressent pas forcément, soit parce que je les ai, soit parce qu'ils sont déjà sortis. Et pour toi, par exemple, je vois pas l'intérêt de prendre Hogwarts Legacy, il sera sûrement vendu à 70€, alors que maintenant on peut l'avoir à 20€ sur PlayStation, à moins d'avoir que cette console, bien sûr. C'est ce que je dis. Si t'as pas de PlayStation, voilà. En fait, mais je pense que l'intérêt il est là, et moi je vois un intérêt aussi économique énorme pour les studios qui vont pouvoir bénéficier d'un nouveau parc de consoles installées. Borderlands 4, Cyberpunk, tant mieux pour les devs, ils vont se refaire encore un peu de sous, et Split Fiction c'est trop bien, c'est parfaitement adapté à la Switch. Surtout que Split Fiction vient de sortir, donc là ça peut être intéressant pour la console s'y prête, comme tu dis, le fait d'avoir 2 Joy-Con, tu peux jouer à 2 et tout, si c'est bien opti, il y a moyen de faire un truc très très cool quoi. Elden Ring, je suis un peu moins sûr, parce que même si j'aime beaucoup la manette Pro de la Switch, la nouvelle elle a l'air quand même d'être très ressemblante. C'est pas vraiment une manette optimisée, je trouve, pour ce genre de jeu. Après, quid du framerate également. Est-ce que le jeu sera en 60 fps? Est-ce que, voilà, ça aussi c'est important, parce qu'encore une fois, Elden Ring en mobile ou en portable ça peut être sympa, mais si je joue 2 heures ça va me saouler. Et si j'ai un framerate à 30 fps, clairement il n'y a aucun intérêt. Il faut que techniquement ce soit solide. Après ça, les tests on les aura au compte-gouttes aussi évidemment, et manette en main. Mais en tout cas, c'était évident qu'on aurait tous les gros ténors de l'ère PS4, PS4 Pro, PS5, quand techniquement c'est possible. Les plus gros jeux de ces 10 dernières années, quoi. Parce que ce sont pour les personnes qui achètent que du Nintendo et qui n'ont pas d'autres consoles. Enfin pour moi ça a vraiment du sens, et ce serait dommage de s'en priver. Pour finir sur les éditeurs tiers, donc il y a eu une annonce assez folle quand même, je trouve, d'un jeu exclusif, d'un jeu From Software. C'est The Dusk Bloods, en plus complètement marketé par Hidetaka Miyazaki, le papa des From Software, qui va faire un article rien que pour parler de ce jeu et pour parler de la Switch 2. Donc ils appellent ça un Creator's Voice, qu'on vous débriefera la semaine prochaine, parce que ça sort demain, et on aura l'occasion de le regarder à ce moment-là. Mais c'est totalement inattendu. C'est une expérience PVP, PVE, donc un peu dans la lignée de l'extension d'Elden Ring qui arrive. Donc on sent quand même un vrai braquet chez From Software. La sortie est prévue en 2026, et c'est un patchwork gothique, cyberpunk, Bloodborne-esque, assez déjanté, avec des steampacks. Steampack ? Non, comment on dit ? Tu sais, les trucs pour voler là.
Jetpack. Jetpack. Jetpack, Steam Pack, merci. c'est dans. J'étais en train de penser à Fallout, mais. Il y en a certainement, mais des jetpacks, il y a des locomotives, des trains à vapeur, etc. Enfin bon, bref, c'est assez ouf, des designs de monstres improbables. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'étais assez scotché et je suis évidemment client, comme de tous les From Software. Bah, je m'en suis douté, hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit ça va te plaire, c'est tout à fait ta cam. Alors moi, pas du tout. Pas du tout, ça va pas être mon style de jeu en tout cas, mais ça a l'air joli, c'est un peu générique je trouve au niveau de la DA, mais carrément. Ils ont parlé aussi de leur jeu à eux, évidemment. Donc il y aura du Hyrule Warrior que je vais absolument faire, donc c'est la guerre du sceau. Donc ça, J'avais c'est bien aimé le premier. C'est le Musou, hein, c'est vraiment c'est un Dynasty Warriors like, mais là on va revivre une guerre très ancienne qui fait partie du lore, plus de Tears of the Kingdom d'ailleurs, et on pourra jouer Zelda. Bah c'est une préquelle d'ailleurs. Ouais, carrément. C'est un petit peu introduit dans le jeu et là on va vraiment vivre cette guerre-là, très adaptée en plus au Musou. Donc ça sort en hiver, donc je suis grave chaud. Kirby Air Riders, donc voilà, il y aura un jeu Kirby un peu à la Wipeout ou à la F-Zero. Why not? Mais c'est surtout sur le One More Thing que je veux ton avis, Kira. C'est Donkey Kong Bonanza. Donc qu'en as-tu pensé? Je ne suis pas joueur de Donkey Kong, toi un peu plus. Voilà, ta cam, pas ta cam. Alors, totalement ma cam de voir un gros Donkey Kong qui pète des trucs. C'est exactement ce que je voulais voir. J'en parlais. Il écrase tout. Ouais, il écrase, il fait des trous, il peut creuser et tout. Ils ont l'air d'avoir utilisé un peu le même principe que pour Zelda TOTK, tu sais, où on peut avoir différents, comment dire, tu sais, il y avait le ciel, il y avait la terre et puis il y avait les sous-sols. Là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un truc un peu similaire. Ça a l'air vraiment bien. J'ai hâte. J'avais adoré à l'époque le Donkey Kong 64 en 3D qui était vraiment bien. On a même vu des phases vite fait, hein, c'était assez succinct, mais des phases de jeu à la Donkey Kong Country, donc de côté. C'est cool. Là où je suis un peu plus mitigé, c'est qu'ils ont repris le design du Donkey Kong du film que j'aime pas trop. Il est très expressif, c'est vrai, mais voilà, je trouve un peu trop. À voir ce que ça va donner en jeu en tout cas. Par contre, là, on commence vraiment à se rapprocher d'un dessin animé. Hein. En tout cas, ça sera un jeu Day One pour moi. Ouais, techniquement, enfin moi je le prendrais pas. Du coup, c'est vrai que je t'ai pas posé la question là sur le Day One ou pas, mais tu l'as dit. Moi, j'achèterais pas, c'est pas trop mon truc, mais par contre graphiquement j'étais assez impressionné. Le principe qu'il doit récupérer du minerai en forme de banane, donc bananium je crois, ça m'a fait quand même pas mal marrer. Il peut creuser le sol, tu l'as dit, et tout ça c'est assez rigolo. Et sera le même doubleur en anglais je crois. Faut voir. J'ai pas fait attention à ça, je t'avoue. Ça, mais voilà. En tout cas, sympa, c'était le One More Thing, donc un nouveau jeu Donkey Kong qui met quand même en avant le fait qu'on n'a pas de très gros jeux pour ce line-up. Enfin, il y a beaucoup de jeux, il y a pas mal d'éditeurs tiers, mais c'est pas un line-up très Nintendo-esque. Il y a du Mario Kart, il y aura du Metroid et il y a du Donkey Kong, ce qui est quand même très cool, mais voilà, ça s'arrête là. J'ai vu deux jeux qui me tentent pas des masses, dont un je comprends pas trop l'utilité. Donc le premier c'est un espèce de jeu en fauteuil roulant avec des robots où tu joues, tu sais, avec les deux souris. Niveau gameplay, ça peut être sympa. Après, ça a l'air quand même très très lent et voilà, ça va pas être mon délire. Pareil, j'ai vu qu'il sortait un espèce de Kirby en jeu de course en même temps qu'un Mario Kart. Quelle idée. Enfin, ouais, c'est ce que je disais. Je l'ai cité, c'était le Kirby Air Rider. Ah, c'est ça, oui. Donc quelle idée. Enfin, je veux dire. Pourquoi sortir un jeu de course en même temps que ton jeu de course? En fait, je comprends pas le concept, à moins d'être vraiment réfractaire à Mario, et là tu t'orientes vers Kirby, mais bon, après, à voir à quoi ça va ressembler. On a juste vu une petite vidéo, pas de gameplay, mais bon, voilà, c'est les deux jeux où je me suis dit, ouais, osef quoi. Par contre, commencer sur un Donkey Kong, c'est cool, parce que c'est pas souvent un personnage mis en avant. Je suis très content, c'est que dernièrement, donc c'est ce qu'on disait, ils ont mis Peach en avant, ils ont mis Zelda en avant, là ils ressortent un Donkey Kong. Voilà, tu peux croiser les doigts pour un Wario prochainement, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je retiens vraiment, c'est ces jeux-là. Et donc le moment tant attendu, on a mis quand même 50 minutes à y arriver. Tu vois qu'il y avait des choses à dire, mon cher Kira. Le prix d'abord de la console et après on parlera des jeux, parce qu'il y a un double débat, je pense. Enfin, il y aura deux avis pour les deux. Voilà. La console sera vendue 469,99€ seule, 509€, donc 40€ de plus avec Mario Kart World, ce qui fait techniquement, retenez le 40€ pour le Mario, on en parlera un petit peu après. Donc c'est quand même 120€ de plus que le modèle précédent. Après, moi je le mets sur le fait que c'est quand même une console beaucoup mieux finie, meilleure techniquement, donc il
il y a l'inflation, on n'est plus à la même époque, il y a le Covid, il y a eu tout ça, dans un marché où la PS5 avec lecteur est à 550€, mais elle n'est pas en hybride. Il faut garder vraiment à l'esprit que c'est une console hybride et qui demande une architecture quand même très particulière, qui est coûteuse, parce que techniquement c'est pas aussi facile que de mettre tout dans une boîte comme une série X ou une PlayStation. On a la Series S qui est à 300, et on a les ROG Ally, les Steam Deck qui sont dans les 500 jusqu'à 800, 900€. Donc moi, mon avis sur le prix, il est tranché, je le trouve cohérent avec le prix du marché, même si c'est pas un avis qui est populaire. Je trouve que c'est une belle somme, je minimise pas, mais je trouve que j'en ai pour mon argent quand j'ai vu cette présentation. Voilà. Kira, qu'est-ce Alors que tu je suis totalement d'accord là-dessus, j'avais tablé sur du 499, j'étais pas loin on va dire. Oui, ça me paraît logique, encore une fois, c'est pas les mêmes matériaux, la console est plus puissante, on sait toujours qu'en début de vie les consoles coûtent plus cher forcément à produire, c'est au fur et à mesure qu'il est créé en série que les coûts baissent, et avec l'inflation et tout, donc ça me choque pas pour une nouvelle console d'être aux alentours de 500€, surtout que moi j'ai ressenti quand même ce gap graphique. Quid de la rapidité, ça va vraiment être ça moi qui va être mon point de bascule. Est-ce que les jeux sont aussi rapides à charger qu'une PlayStation par exemple, parce que c'est vrai que c'est vraiment une horreur de jouer sur Switch en ce moment, c'est des temps de chargement, ouais. Moi ça me fait péter un câble des fois, et du coup voilà, c'est ce que j'attends de voir vraiment. J'ai précommandé pour l'instant, mais je peux annuler ma précommande parce que ça va vraiment être un élément déterminant. En soi la console par contre je trouve que le tarif est cohérent et justifié, et oui c'est pas une petite somme, je suis totalement d'accord, mais encore une fois voilà, ça reste pour moi, je trouve qu'ils auraient pu vraiment davantage abuser sur le tarif, et là-dessus. Ouais, parce qu'il y a un dock qui est amélioré, il y a l'architecture, il y a l'écran. Enfin, c'est pour ça que c'est difficile de comparer avec les prix d'une PS5 ou autre. Mais quand on compare vraiment avec d'autres qui font ça, on est vraiment sur des. J'ai payé ma Steam Deck plus de 700€. Après, ok, j'ai 1 Tera et c'est un écran OLED. Il y a quand même 300€ d'écart, quoi. Donc, et puis même, quand tu regardes, la Steam Deck est plus puissante, certes, mais quand tu regardes les matériaux de la Steam Deck, je trouve qu'ils font quand même moins quali. Ça reste quali en main. Je l'ai testé, j'ai même envie de m'en prendre une, donc c'est dire. Par contre, je trouve que quand même, on a une brique dans les mains, tu vois. C'est pas, voilà. Là, on est sur quelque chose aussi qui doit être manipulé aussi par des enfants, forcément, parce que Nintendo c'est familial, donc pour ça implique une certaine solidité, donc des matériaux robustes, et donc ce qui explique aussi ce montant-là. Je pense qu'à mon avis, une Switch 2 sera plus solide qu'une Steam Deck par exemple. Ouais, très certainement. Et mieux fini, parce que les boutons de la Steam Deck, c'est pas l'idéal, parce que tu peux pas enlever les Joy-Con. Voilà, il faut dire qu'il y a plein de contraintes techniques pour moi qui expliquent ce prix, donc c'est peut-être pas, encore une fois, l'avis le plus populaire qu'on a, mais on l'explique, on le nuance, et on ne dit pas que c'est pas une grosse somme, c'est beaucoup d'argent, on fait pas les riches, mais je trouve cohérent vis-à-vis de la proposition. Et par contre là aussi je pense qu'on sera d'accord, les prix des jeux qui ont subi une inflation record, donc on peut le citer, il y a qu'un jeu qui bénéficie de ce prix là, c'est Mario Kart World, donc le prix physique est à 90€, du jamais vu, donc on s'attendait pas à ce que ce soit Nintendo qui le fasse, et ça c'est un grief légitime qu'on peut tous avoir contre Nintendo. Pourquoi ils ont fait ça? Pour pousser le pack qui est à 40€ de plus, où vous avez le jeu dématérialisé dedans, et aussi c'est pour pousser les consommateurs à prendre du jeu dématérialisé, parce que Nintendo aussi ont inventé, pareil, c'est quelque chose qui est cohérent, c'est que les jeux dématérialisés aujourd'hui sont moins chers que les jeux physiques. Donc ça, on l'a toujours dit, c'est abusé que le physique soit moins cher que le démat. Le démat, c'est trop cher. Ils ont fait le truc. C'est vrai que ça passe pas très bien quand même. Donc, un carton rouge sur la partie prix des jeux, même si en France, on a énormément de chance d'avoir les jeux moins chers grâce aux grands distributeurs. Donc le Mario, on le trouve déjà à 69 en précommande, le Donkey Kong à 59. Mais restons sur le prix de base, c'est abusé. Kira, c'est abusé. Alors c'est totalement abusé. Il y a un côté, tu suis cette marque depuis des années, pour beaucoup de personnes depuis 30-40 ans, et c'est vrai que d'un coup tu te retrouves avec un jeu à 90 balles, c'est quand même un sacré doigt d'honneur. Derrière, oui, tu dis ils veulent pousser au démat, ok, c'est le marché qui veut ça, mais dans ce cas tu fais pas 10€ de moins, quoi. Je suis désolé, mais 10€ non. 10€, autant payer 10€ de plus et avoir ta boîte, en fait. Je suis désolé, mais du démat à 10€ de moins, ça vaut pas le coup. Tu fais un démat avec 40% de moins, ok, d'accord, là on peut commencer à réfléchir. 10€, c'est vraiment, c'est nous prendre
prendre pour des clodos, quoi. À côté de ça, c'est vrai qu'en France, tu le disais, on a de la chance, les grandes surfaces, on trouche Mario Kart à 69€. C'est pas partout en Europe, par exemple. Même au Canada, c'est plein pot. Le truc, par contre, c'est que voilà, tu te retrouves avec un jeu physique qui est encore plus cher que le prix du démat. Donc, encore une fois, je trouve que Nintendo a été ras là-dessus, et surtout, ils sont en train d'ouvrir une porte. Je me souviens quand les gens ont grogné, à raison, hein, quand NBA 2K est sorti à 79,99, c'est devenu la norme, même si c'est vrai qu'on peut les payer moins cher en magasin en France, encore une fois, c'est devenu ce prix-là un peu partout. En dématérialisé, c'est le même prix d'ailleurs, et c'est devenu la norme de sortir un jeu 79,99. Et là, j'ai peur que la norme, c'est de sortir un jeu à 90€, quoi. Qu'est-ce qui empêche maintenant un Sony de dire bon les gars, vous êtes chaud, Last of Us 3, le prochain God of War, Wolverine, allez bim, 90€, quoi. Donc non, ça c'est quelque chose pour moi, c'est mort. Donc j'achèterai pas un jeu à 90€, c'est clair. Si je peux les avoir à moins cher via des billets détournés, c'est ce que je fais. Kira va braquer des fourgons de jeux Nintendo Switch. Non, je plaisante. Non, c'était par le biais j'ai commencé, ça y est, là, tu verras, j'ai acheté une petite camionnette que je commence à blinder, à pas piquer. Mais en effet, je comprends. Après, c'est un peu le débat de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est Nintendo qui a ouvert la porte ou est-ce que c'est les autres qui l'ont fait avant? Nintendo sont dans un format un peu différent parce que leur jeu ne connaît pas d'inflation, donc toujours dire que, enfin, ne connaît pas de variation de prix à la baisse, pardon. Les jeux Nintendo ne baissent jamais vraiment, donc dire que le discours qui visait à dire que Nintendo était les bons samaritains, pour moi, je les ai jamais perçus comme ça parce qu'ils étaient plutôt fermes sur leur prix, là où les autres ne l'étaient moins. Après, le truc, c'est que leur prix était cohérent. Là, je suis désolé, mais un jeu à 90 balles, je veux dire, un Mario Kart, ça a pas 7 ans de développement, en fait. Tu me dis, GTA 6, il sort à 90€ parce que le jeu, il a coûté 1 milliard et que ça fait 8 ans qu'ils sont en crunch là-dessus, je peux le comprendre. Tu me dis, Mario Kart, qui a dû être développé en 2 ans, il sort à 90 balles, non, en fait, je suis pas d'accord. Alors, je sais pas si le temps de développement représente la valeur du jeu. Si, pour répercuter les coûts, parce que t'as des coûts masse salariale, quoi. En plus, on sait pas le temps de développement du jeu. Franchement, on sait pas. Mais pour moi, ce qui doit justifier le prix d'un jeu, c'est davantage son contenu, plus que tous les autres éléments extérieurs. Et si ce jeu, qui coûte 90€, fait toute la durée de vie de la console, donc 8 ans comme le dernier, mais par contre, que tout le pack additionnel, tout le contenu additionnel qu'on payait avant sur l'autre Mario Kart, là, est inclus sur la durée et on a payé une bonne fois pour toutes, je sais pas. Là, j'y crois pas du tout. Moi, c'est ce que j'espère, tu vois, c'est ce que j'espère. Parce que sinon, à l'inverse, en effet, si en plus tu payes ton jeu 90 et que tu dois payer les circuits qui sortent, et que là, c'est grave, je trouve. Mais à contrario, tu vois, dans le modèle Echo, s'ils adoptent une façon différente de fonctionner et que ça fait vraiment toute la durée de vie du jeu et de la console, pourquoi pas? Ça donnerait davantage de sens, en tout cas à un prix que j'ai déjà dit prohibitif. Et si je te disais, le temps de développement joue, regarde Skull and Bones, c'est un four, ok. Ubisoft le considère comme un quadruple A, pourquoi? Parce que le jeu, il est en développement depuis 8 ans, il a été rebooté 2 fois, il a coûté énormément d'argent en masse salariale, et si on se place d'un point de vue purement entreprise, tu sais, pécunier d'entreprise, tu comprends pourquoi le jeu est cher, entre guillemets, même si pour moi ça ne devrait pas. Mais là, en l'occurrence, je suis désolé, mais je vois pas Nintendo mettre 5 ans à développer un jeu. C'est une vision consommateur que j'évoque. Après, en effet, en termes de business, tu as raison, c'est le temps de dev et les coûts de développement. Mais moi, mon regard, c'est celui de consommateur et de joueur, et je dis que c'est pour ça, rien ne justifie 90€. Si, le contenu d'un jeu, ça doit uniquement être ça quand t'es consommateur et joueur. Par exemple, un GTA, moi je m'en fiche qu'il coûte 1 milliard, c'est quoi? C'est pas mon problème. Par contre, si le contenu est gargantuesque, si le contenu légitime un prix élevé, là d'accord, ça donne un raisonnement à ce prix, ça lui donne du sens, et tu peux le comprendre. Et c'est ça que je dis avec Mario Kart, c'est que ils doivent nous prouver aujourd'hui, Nintendo, que sur la durée, ce prix est justifié par telle et telle raison. Pas des raisons business qui, moi je m'en fiche. Moi j'ai ma console, je joue. Mais le truc c'est qu'eux ils gèrent business, et tu vas voir, ils vont te vendre ton jeu 90€, et derrière ils vont te rajouter des skins à l'appel et des trucs. La console est abordable pour moi par rapport à ce qu'elle contient, mais quand je vois tous les à côté, maintenant le jeu minimum moins cher ça sera 70 balles en fait. Encore une fois, ça se trouve on a les specs d'une Xbox série S en fait, donc ça aussi ça reste à voir. Bon, je ne vis pas en tout cas dans les si, on verra. On donne le bénéfice du doute ou non, ça c'est propre à chacun. Moi j'attends de voir, en tout cas c'est toujours manette en main que je juge.
On a de la chance encore une fois en France, et ça il faut pas bouder notre plaisir d'avoir les jeux un peu moins chers. Donc moi je vais me rabattre, j'avoue, sur des versions grands distributeurs. Navré pour mon Micromania du coin à qui j'aime bien acheter des jeux, mais là il faut pas abuser quand même, hein, même si je vous aime beaucoup. Et donc un jeu dans les 60-70 €, ça me va. Encore une fois, ça m'empêchera pas de faire des one. Petite parenthèse sur le public visé, parce que ça m'a fait rire ces discussions sur les réseaux, mais après les réseaux c'est très déformant et on a tendance à se faire un peu retourner l'esprit parce qu'on se lit sur les réseaux sociaux. Mais le sujet étant, est-ce que Nintendo s'adresse toujours aux enfants, parce que j'ai pas arrêté de lire la Switch 2, c'est pour les enfants, c'est trop cher. Avons-nous vu un seul enfant dans ce Nintendo Direct? Et pour moi c'est une belle conclusion à cette analyse, c'est que regardez bien le Nintendo Direct, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de famille, il s'adresse à des ados, à des jeunes, à des joueurs, à des jeunes adultes, à des personnes qui ont grandi depuis la Switch 1 vers la Switch 2, et ça je trouve que ça met beaucoup de sens et beaucoup de philosophie à tout ce qu'on a vu, tout ce qui a été présenté. C'est que peut-être que Nintendo fait un virage et ce n'est plus les enfants, ils ont peut-être plus envie de vendre des Switch Lite à 200 € et ils font quelque chose de plus premium, plus quali pour les enfants qui ont grandi avec la Switch. Sont des adolescents qui vont vouloir un peu plus de contenu premium, un peu plus de qualitatif. Est-ce que ça t'a donné un peu ce sentiment? Moi ça m'a vraiment frappé dans la façon dont était construit ce Nintendo Direct. Oui, ça m'a même un peu embêté quand même, parce que je trouve que Nintendo ça reste un patrimoine, et c'est vrai que tu mets du Nintendo pour un enfant qui débute dans le jeu vidéo, pour moi c'est logique en fait, hein, c'est l'ADN de la machine. Après j'ai remarqué que beaucoup d'enfants maintenant commencent par jouer sur PlayStation ou Xbox. Pourquoi? Tout simplement avec le système d'abonnement, ça permet à des parents d'acheter une console pour un enfant et puis de jouer avec le système d'abonnement PS Plus ou Xbox Game Pass à moindre coût. Et c'est vrai que là du coup, vu la politique tarifaire des jeux et de l'aspect premium de la console, je pense qu'ils ont senti le truc, ils vont jamais passer sur un système avec un abonnement, ça c'est logique, et donc du coup ils s'orientent plus vers tout simplement les vingtenaires, les trentenaires, les quarantenaires qui pourraient qui travaillent en tout cas et qui pourraient se payer les jeux. En tout cas ceux c'est qui vrai ont que pouvoir d'achat, tout à fait. C'est ça. C'est vrai que je veux dire, t'es père de famille, t'as des enfants, tu veux leur faire plaisir en leur achetant une Switch, à 90 balles le jeu, tu vas quand même y réfléchir à deux fois, t'as pas intérêt de te planter dans le jeu, en fait c'est surtout ça. Que c'est vrai que maintenant t'achètes une PlayStation, la PlayStation tu vas la payer certes 500 €, le même prix, tu leur prends un abonnement PlayStation Plus, pendant un an tu payes 130 € et ils vont avoir accès à plein de jeux, et à côté t'as quasiment rien à rajouter quoi. Donc plus sans parler des jeux d'occasion qui décotent et tout, enfin voilà. Donc je pense que Nintendo l'a bien compris et ils opèrent ce virage, et après je trouve quand même que c'est dommage de laisser les enfants en tout cas sur le carreau. Est-ce que c'est la conclusion, donc les enfants sont sur le carreau? Non, je sais pas. Abandonnez vos enfants, mettez-les sur le bord de la route. Pas de conclusion du coup. Est-ce que tu veux dire une ultime chose avant de clôturer cette émission, mon cher Kira? Je pense qu'on a tout dit, en tout cas on a tout débriefé. Juste pour faire une petite synthèse en 2 mots, mais j'ai trouvé que c'était une présentation très honorable, une très bonne présentation. On a vu plein de choses où on sent qu'on est vraiment sur une suite logique de la Nintendo Switch. D'ailleurs, ils ont hésité à l'appeler la Super Nintendo Switch, ce qui aurait été marrant, je t'avoue. C'est vrai qu'ils l'ont pas fait, mais voilà, au niveau de